nous allons aujourd'hui parler de Jacques-Benoît Méchain et j'ai envie de commencer en lisant la 4e de couverture parce que ça m'évitera de faire moi-même des louanges, mais que je partage pour évoquer cette incroyable vie, donc celle de Jacques-Benoît Méchain. Il fallait un biographe d'exception. On ne présente plus Éric Roussel, dont les travaux sur le général de Gaulle, Jean Monnet, Georges Pompidou, Pierre Mannès France, Valéry Giscard d'Estaing ou François Mitterrand font autorité. Vous avez publié il y a quelques années les mémoires de Jacques-Benoît Méchain, son histoire de l'armée allemande aussi, et là vous nous proposez une biographie très riche du personnage, et c'est vrai que je le dis vraiment sans vouloir vous flatter plus qu'il ne le faudrait, Éric Roussel, mais vous le savez, on n'est pas biographe comme ça. Un biographe, c'est vraiment un métier, et je pense que vous avez ce talent, certainement le travail par derrière bien sûr, mais pour réussir à appréhender une biographie de façon toujours nouvelle en fonction du personnage que vous traitez. Oui. Parce que, évidemment, vous avez cité tous les livres que j'ai publiés, ce sont des personnages très divers, évidemment, avec des psychologies différentes, des parcours aussi très différents. Donc, à chaque fois, il faut entrer dans la personnalité de cette figure et puis essayer de la comprendre, de se mettre... Quand on écrit une biographie, il faut aussi, d'une certaine façon, se mettre à la place du biographe, même si on conserve tout de même une certaine distance. Et là, dans le cas de Benoît Méchain, c'était indispensable, parce que c'est un parcours... Et puis, il faut aussi se mettre à la place du lecteur, c'est-à-dire... parce que lire une biographie, c'est parfois un travail un peu... ou une lecture un peu fatigante, répétitive... pardonnez-moi, ce sont les mauvaises biographies. Exactement, mais c'est vrai qu'il y a... Je trouve que, c'est une remarque générale, je trouve que peut-être certains éditeurs ne sont pas assez sévères avec leurs auteurs. C'est ça. Oui. Je pense que une biographie gagne quand même à être d'abord pas trop mal écrite, et puis sans faire de la psychologie n'a pas très bonne presse chez les historiens, mais enfin on peut pas s'en passer. Et là, dans le cas de Benoît Méchain, c'est impossible, sinon on ne comprend pas le personnage. C'est ça, et je pense qu'il y a certains auteurs, dont vous faites partie, qui réussissent à attraper le personnage dans leur entièreté et à en faire ensuite une écriture qui reste un plaisir de lecture pour le lecteur. Vous avez je trouve un alter ego féminin qui est Dominique Bonnat. C'est une grande amie. Elle est très flattée ce que vous... Sa biographie, La Croisée de Druon et de Kessel, Les Partisans, c'est un bonheur de lecture. Mais ça n'est pas donné à tout le monde, et c'est vrai que moi j'ai lu, et je vous ai reçu d'ailleurs, avec vraiment énormément d'intérêt, votre biographie de François Mitterrand, celle de Mannès France, celle de Pompidou, celle de Gaulle, enfin. Et donc là, voilà, en plus, là, un personnage, alors, qui est presque digne d'un roman. Enfin, c'est incroyable, Jacques-Benoît Méchain. Je donne juste ces dates pour que les auditeurs qui ne connaîtraient pas le situent. 1901-1983, donc il a traversé le XXe siècle. Et comment l'avez-vous connu et appréhendé? Parce que vous en êtes à votre première biographie de Jacques-Benoît Méchain, et je ne pense pas qu'il y en aura une deuxième, parce que quel travail, vous allez nous le dire. Mais vous étiez déjà intéressé à lui, et vous l'avez rencontré. Je l'ai rencontré, ça a été le point de départ Je l'ai rencontré quand il a publié son dernier livre, qui est aussi peut-être son meilleur, enfin, ou l'un de ses meilleurs, qui était la biographie de l'empereur Frédéric de Hohenstaufen. Et je l'avais interviewé pour une petite revue, je suis un peu perdu là exactement. Et je devais aller le voir chez lui. Le rendez-vous avait été pris par le service de presse de Perrin, qui était d'ailleurs son éditeur, qui est devenu le mien. Et puis, quelques jours avant le rendez-vous, un de ses amis m'a téléphoné et m'a dit, voilà, Jacques-Benoît Méchain est désolé, mais il a eu un AVC, il est à l'hôpital Bichat, il va mieux, vous pouvez aller le voir à l'hôpital Bichat, mais enfin, évidemment, il ne pourra pas, donc l'interview n'a jamais eu lieu, disons qu'elle s'est prolongée. Et donc, j'ai fait sa connaissance, donc à l'hôpital Bichat, où il était... Et alors, il parlait beaucoup, malgré tout, de ce livre. En réalité, la rédaction de ce livre l'avait épuisé. Il était déjà fatigué, il avait près de 80 ans à l'époque, mais enfin, il passait
paraissait quand même bien son âge. Et il avait été très fier de me rapporter ce que lui avait dit le médecin, parce qu'il savait plus très très bien où il était. Il allait dans les couloirs sans savoir. Bon, il avait un peu perdu le sens de l'orientation. Et le médecin lui avait dit, monsieur, vous avez fait une overdose d'histoire qui vous a fait perdre le sens de la géographie. Et il était très fier de cette formule. Oui. Alors je l'ai rencontré donc à cette occasion, on a un peu parlé évidemment, mais surtout de sa santé, puisque c'était ça qui le préoccupait. Puis il m'a dit, je serais heureux de vous revoir quand ça ira un peu mieux. Donc je suis allé le voir peut-être 3 semaines après, dans l'appartement qu'il occupait, l'avenue de Clichy, qui était une adresse assez bizarre pour un personnage comme lui. Et en réalité, il vivait là depuis les années 20, depuis que la ruine de la famille l'avait obligé un peu à émigrer et accepter l'offre de cousins qui lui avaient donné asile, enfin pas asile, mais enfin qui lui avaient loué cet appartement qui était relativement grand, mais enfin dans un quartier très, très populaire. Voilà, donc je l'ai revu 3 semaines après. Et puis voilà, on commençait. Alors je l'ai interrogé parce qu'évidemment, on connaissait pas tout son parcours à l'époque. Bon, moi je savais qu'il avait été Montegut en Vichy, je savais qu'il avait écrit des livres sur le monde arabe que j'avais lu l'histoire de l'armée allemande, j'avais lu le 60 jours qui brûlèrent l'Occident, bon, ça m'avait passionné. Mais le détail, je savais qu'il avait été condamné à mort aussi. Bon, enfin bon, en dehors de ça, bon, je savais qu'il était plutôt, disons, parmi les collaborateurs. Mais le degré de son engagement, j'avoue que je ne le voyais pas très très précisément à ce moment-là. Et donc mais ça m'intéressait tout de même de savoir pourquoi quelqu'un qui était remarquablement intelligent, cultivé, talentueux, s'était lancé dans une impasse, pareil, parce qu'il est quand même allé très loin. Alors je l'avais interrogé là-dessus, j'ai vu que la question lui plaisait pas beaucoup, il a répondu à côté. Je lui avais dit, si vous aviez eu connaissance de l'Holocauste, est-ce que vous auriez eu la même attitude? Alors j'ai vu que ça lui plaisait pas beaucoup, il m'a dit, oui, je crois que je n'aurais pas fait j'aurais fait la même chose parce que mon attitude a permis d'adoucir le sort des Français. Enfin, c'était une réponse un peu passe-partout qui n'avait pas beaucoup de sens. Et donc j'ai senti, puis enfin il n'était pas dans une forme non plus olympique, donc j'avais un peu scrupule aussi, elle poussait trop dans ses retranchements, mais j'ai poursuivi une conversation avec lui, une conversation qui s'est prolongée en réalité longtemps, parce que j'ai dû le voir entre 10 et 15 fois quand même. Ah oui. Oui, à peu près, je ne vais pas noter exactement. Oui, je le voyais régulièrement, et c'était pas quelqu'un qui était... il n'était pas antipathique, il était étrange, pas antipathique, c'était quelqu'un qui avait une certaine dignité, si vous voulez, il assumait tout de même ses actes. Ça, il aimait pas beaucoup en reparler. Il aimait plutôt parler de de sa vie actuelle, enfin récente, et il laissait entendre qu'il avait des rendez-vous à un très haut niveau, enfin qu'il était en relation avec Je me souviens quand ce livre, Frédéric de Richthofen, est sorti, il était très bien accueilli. Il y a même eu un article d'André Gisberg, qui vient de mourir d'ailleurs, qui est un universitaire, dans Le Monde, qui saluait cette biographie comme quelque chose de magistral. C'est-à-dire que c'était... Voilà. Et partout dans la presse, c'était un concert de louanges. Et je me souviens que Benoît Méchain m'avait dit que son éditeur, Bernard de Fallois, qui était aussi un de ses amis, lui avait dit que c'était à l'époque de la campagne pour l'élection présidentielle de 81. Et Fallois lui avait dit que Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand avaient tous les deux beaucoup aimé le livre. Il y avait eu d'ailleurs des échos dans la presse. Et Fallois avait eu le projet de faire un placard publicitaire. Pour une fois, ils sont d'accord. Autour d'un personnage. Voilà, remarquez, François Mitterrand avait un point commun avec Jacques Benoît Méchain, c'était la francisque. Oui, exactement. Non, mais c'est vrai qu'autour d'un tel personnage... Et c'était un des écrivains. François Mitterrand, dans une lettre à Anne Pinjot, qui a été publiée, fait la liste des 10 écrivains qu'il préfère dans la période... Et il y a Aragon, il y a, je ne sais plus, Marcel Aimé, il y a Maurras, et il y a Benoît Méchain. Donc c'est dire, et on sait que pendant la campagne de France, il lisait l'histoire de l'armée allemande, il avait beaucoup d'admiration. Et quant à Valéry Giscard d'Estaing, moi je l'ai bien connu, puisque j'ai écrit sa biographie, puis je l'ai beaucoup vu dans les derniers temps de sa vie. Et il m'avait dit que la lecture
l'histoire de l'armée allemande l'avait beaucoup marqué et lui avait permis de comprendre l'Allemagne en profondeur. Alors, nous allons essayer de prendre ce personnage, Jacques-Benoît Méchain, du début jusqu'à la fin, pour essayer d'en comprendre et d'en percevoir la richesse de sa personnalité et aussi de sa complexité. Votre biographie, Éric Roussel, j'ai oublié de dire que vous étiez membre de l'Institut, pardon. Votre biographie publiée chez Perrin s'intitule Jusqu'au bout de la nuit, les vies de Jacques-Benoît Méchain, 1901-1983. Alors, est-ce que ce personnage, dont on va expliquer l'itinéraire, peut se comprendre par son enfance? Est-ce qu'il y a dans son parcours, avant qu'il soit un homme, quelque chose qui peut expliquer la suite de sa vie? Il y a sûrement une fragilité qui vient de loin. Ça, on le sent bien. Et je crois que les racines de tout ça sont à rechercher effectivement, comme vous l'avez dit, dans son enfance. Il faut dire qu'il était issu d'un ménage qui n'était pas banal. Son père, Gabriel, était un aventurier. Il avait hérité d'une fortune familiale assez importante, qui venait d'ailleurs ça aurait une certaine importance pour comprendre aussi Benoît Méchain, qui venait du grand-père, donc de Gabriel Méchain, le père de Jacques, qui venait d'un certain baron Benoît Méchain, qui avait été gouverneur de la Rhénanie sous Napoléon. Et donc... C'était un collectionneur, hein. C'était des collectionneurs d'art chez ces... Oui, enfin, ils avaient... pas spécialement collectionneurs. Enfin, ils avaient rapporté, oui, ils avaient de beaux meubles, enfin, c'était... Voilà. Et donc, mais alors, ce Gabriel Benoît Méchain, donc le père de Jacques, était un personnage extravagant, puisque il part pendant plusieurs années avec deux amis, Mailly Chalon et le duc de Blacas, à Ceylan d'abord, au Japon, au Turkestan chinois, en Russie. Enfin, ils explorent ils montent des caravanes de 150 personnes. C'est un voyage qui dure des années et des années, avec une vraie caravane, quoi, si vous voulez, avec comment dire, je trouve plus le nom, enfin, des aides. Et alors, évidemment, ça coûte très cher, puisque dans le même temps, il ne travaille pas, il n'a aucune occupation. Et donc, quand il revient, quand il revient de ces expéditions, sa fortune, apparemment, est fortement entamée. Et alors, l'extravagance s'ajoute encore à cette... va être encore augmentée, si on peut dire, puisque au sortir de ces expéditions, il épouse en première noces une baronne balte, qui était une descendante de Hermann von Salza, qui était le chancelier de l'empereur Frédéric de Hohenstaufen et le grand maître des chevaliers teutoniques. Alors c'était une personne d'une beauté, je crois, fracassante, dit Benoît Méchain, mais qui était quand même un peu spéciale, puisque elle avait la nostalgie de sa courlande natale, et en hiver, elle allait se rouler dans la neige au bout de Boulogne. Et puis alors, un épisode absolument ahurissant, c'est que donc, de ce mariage, un enfant s'annonce, enfin il y a un enfant naît, et l'enfant dépérit, finit par mourir. Et donc le père de Jacques-Benoît Méchain essaye de savoir, enfin pas. Et sa femme lui avoue qu'elle a laissé mourir l'enfant parce qu'elle lui en veut à mort, c'est ce qu'elle veut dire, de ne pas lui avoir acheté une parure qu'elle avait vue chez un grand bijoutier, un grand joaillier de la place Vendôme, et qu'elle aurait voulu avoir. Et de toute façon, il n'aurait pas pu lui offrir parce que c'était une parure qui était simplement en devanture, enfin en dépôt, et qui appartenait à la princesse Bibesco. Donc elle n'était pas à vendre. Mais enfin, elle s'était mis ça dans la tête, et donc il a été évidemment dévasté d'apprendre qu'elle s'était rendue coupable d'infanticide, puisqu'elle risquait la peine de mort. Donc il ne pouvait plus évidemment vivre avec elle, donc il a pris tous les torts à sa charge, ça a achevé de le ruiner, et puis il s'est séparé de cette personne. Et il a épousé en seconde noces, donc une personne qui était tout à fait à l'opposé, qui était douce, d'un milieu beaucoup plus humble, même si elle descendait quand même de Dominique Larrey, le chirurgien de la Grande Armée. Enfin, une personne, oui, tout à fait différente, effacée. Il faut dire qu'il la maltraitait d'une façon inouïe, puisqu'il
Benoît Méchain, dans ses mémoires, raconte que il a entendu son père dire à sa mère « Ma chère amie, avant de vous rencontrer, je ne savais pas ce qu'était un pauvre. » Bon, c'est pas d'une délicatesse. Donc cet enfant a vécu dans une atmosphère, à la fois, d'abord, il était un enfant unique, avec un père très lointain, très colérique, et en plus, qui était cerné par les dettes, et son humeur, évidemment, s'en ressentait, d'autant plus qu'il avait rapporté d'Extrême-Orient une maladie qui avait... Enfin, il avait sans doute, je sais pas, un microbe qui n'arrivait pas à se débarrasser. Il avait des mastoïdites, des opérations... il était en très mauvaise santé, et d'ailleurs, il a fini par mourir prématurément, juste à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, et puis alors, il y a aussi le fait qu'un jour, ça achève le tableau, Jacques Benoît Méchain est emmené par sa mère au cimetière du Père-Lachaise, où il y a la sépulture familiale, et là, il s'aperçoit qu'il y a une plaque qui porte le nom de Jacques Benoît Méchain, et avec une seule une plaque qui signifie que l'enfant a vécu un jour, quoi. Et alors, il finit par... Enfin, ça le trouble beaucoup, puisqu'il a le même prénom. Et ses parents, donc, sa mère lui avoue qu'on lui a donné le même prénom qu'un enfant mort, quoi. Donc ça crée chez lui, il raconte dans ses mémoires, ça génère un problème d'identité, si vous voulez, dont il ne se débarrassera jamais. Alors tout ça, évidemment, fait que ses débuts dans la vie sont quand même assez compliqués, et puis ils sont d'autant plus compliqués que quand son père disparaît en 1900, à la fin de la Première Guerre mondiale, eh bien il s'aperçoit qu'il ne laisse que des dettes, il n'y a plus rien, et puis Benoît Méchain, qui était un garçon très doué, qui avait fait de bonnes études. Il avait fait de bonnes études, mais comme les amateurs distingués de cette époque, qui se destinaient à la littérature, il n'avait pas pris soin d'acquérir des diplômes. Donc il n'avait aucun diplôme, il était tout jeune. Et c'est comme ça qu'il va se retrouver dans une situation très très précaire et contraint au début d'accepter l'offre d'un ami de son... en tout cas... donc il va devenir dactylo, en réalité, dans une société, la Banque de Varsovie, qui était dirigée par un employé, une relation de son père. Et je pense que ce monsieur s'appelait Bornstein, et il l'a apparemment maltraité. C'est ce que raconte Benoît Méchain, en tout cas, on ne peut pas vérifier. Mais il était mis dans une sorte de cage de verre où il accueillait les clients. Il était humilié. Et, alors c'est une supposition de ma part, parce qu'il n'y a aucune preuve. Dans son itinéraire, il n'y a pas de traces d'antisémitisme au départ. Oui. Il a même beaucoup d'intérêt pour des écrivains juifs, allemands, comme Franz Werfel, il le dit dans plusieurs lettres. Donc on se dit que c'est peut-être cet épisode qui a généré chez lui une sorte de rancœur, je ne sais pas. Il faut dire que c'est un personnage extrêmement secret, on ne sait pas grand-chose de sa vie Bien intime. sûr, mais est-ce qu'on ne peut pas de toute façon, Éric Roussel, supposer que dans le cas de Jacques Benoît Méchain, encore une fois je mets plein de guillemets pour ne choquer personne, mais il y a une séparation très franche entre une admiration, parce que c'est de l'ordre de l'admiration pour Hitler et le projet politique, social, économique d'Hitler, et en même temps c'est un peu comme si la partie, ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur les questions que vous lui posiez sur l'Holocauste, comme s'il n'avait pas vu cela et comme s'il ne le voyait toujours pas. Enfin, d'ailleurs, sa condamnation à mort est au titre de trahison, mais pas du tout de participation au génocide. Non, d'ailleurs, c'était impossible à prouver. C'est ça. Directement, en tout cas. Donc, on a l'impression, pardon de vous interrompre, mais on a l'impression, en vous lisant, qu'il est capable, est-ce que c'est une posture ou est-ce que c'est véridique, il est capable de faire une séparation entre ce qui nous semble être, nous, logique au vu de ce qui s'est passé dans l'histoire, mais entre le Hitler politique et son projet, et puis de l'autre côté, l'extermination des Juifs. Je crois que pour répondre à la question, il faut revenir un petit peu en arrière, si vous permettez. Bien sûr. Parce que c'est un itinéraire tout de même assez... si vous voulez, il commence dans la vie. Il ne reste pas longtemps comme dactylo à la Banque de Varsovie.
il a quand même beaucoup de dons, et il est mis en contact, il va faire ses débuts en réalité dans le journalisme. Et il entre, c'est à peine croyable, il entre dans son premier poste, dans un journal qui s'appelait Le Quotidien, qui était une feuille radicale socialiste, qui était en fait l'organe du cartel des gauches. Et il entre dans ce journal avec la double recommandation du président de la Ligue des droits de l'homme. Quand on se connaît la fin de l'histoire, c'est assez extravagant, et de Romain Rolland, dont il était devenu... il avait fait des études, à un moment il avait étudié en Suisse. Romain Rolland avait été établi, comme vous le savez, au bout du lac Léman. Il l'avait connu, il était devenu vraiment un intime de Romain Rolland, qui l'avait même... qui avait fait avec lui les travaux d'ordre... Romain Rolland était un grand musicologue, et il avait travaillé avec lui, il était devenu le protégé, si vous voulez, de Romain Rolland. Mais Romain Rolland, il était pratiquement il était, oui, favorable à l'Union soviétique. Donc on peut dire que Benoît Méchain commence finalement avec de façon très paradoxale, quoi, avec des amis qui ne sont plus tous ceux qu'il a connus à la fin de sa vie. Mais ce qui le marque depuis le départ, c'est le pacifisme. Alors on sait que le pacifisme est très, très répandu en France entre les deux guerres, à gauche, mais aussi à droite. Il y avait deux pacifistes. Il y avait un pacifisme de gauche, qui était le pacifisme beaucoup d'instituteurs, par exemple, et qui était fondé sur l'idée que on disait la guerre des nerfs, il fallait plus que ce qui s'était passé pendant la guerre de 14 se reproduise. Et puis il y avait aussi un pacifisme de droite. Mais lui, c'était plutôt, au départ, il est plutôt dans cette mouvance un peu, vaguement progressiste, quoi. Et d'ailleurs, c'est si vrai qu'il va entrer sa carrière de journalisme bifurquée. À un moment, ça aussi, ça a une très grande importance, grâce à une amie qui s'appelait Simone Théry, qui est devenue communiste, qui était la compagne de Jean Giono, de Nizan, je crois aussi. Par Simone Théry, il va rencontrer quelqu'un qui le met en contact avec le magnat de la presse américaine, qui est William Randolph Hearst, qui était une sorte de Trump, au fond. Il y a une sorte d'analogie avec Trump. Un personnage qui a servi de modèle à Orson Welles dans son film Citizen Kane. Et alors, pendant plusieurs années, Benoît Méchain va être à la fois journaliste dans le groupe de presse immense de Hearst, et puis il va devenir un peu son homme à tout faire, et c'est lui qui va bâtir, d'ailleurs, en partie, le domaine extravagant que Hearst fait construire sur les bords du Pacifique. Je suis allé voir, d'ailleurs, il y a 2 ans, quelque chose d'incroyable. C'est un immense domaine de 35 000 hectares, et Benoît Méchain a contribué à faire venir dans ce domaine, si vous voulez, c'est un assemblage complètement hétéroclite. Il y a un temple romain, et ce que Benoît Méchain a fait venir, c'est une cathédrale. Puis comme la cathédrale, il pouvait en avoir que la moitié, après ça, on a fait venir un palais d'Almalte. Enfin, tout ça, ça ressemble au palais du facteur Cheval, quoi. C'est ça. Et donc, cet épisode américain est très important dans son cheminement, parce que ça le dégoûte. Il a vraiment le dégoût de l'Amérique, plus encore que de Hearst. C'est-à-dire que le dégoût du matérialisme, puis le dollar mesure de toute chose. C'est quelqu'un d'extrêmement... Alors, il faut dire aussi que, j'allais oublier, mais c'est un personnage qui est tellement compliqué que c'est difficile de faire son unité. Il s'est pris de passion aussi pour l'œuvre de Proust. Et il a rencontré Proust, et ça l'a beaucoup marqué. Il a même... son premier livre, c'est un essai que j'ai passé inaperçu, qui est un essai qui s'appelait « La musique et l'immortalité dans l'œuvre de Marcel Proust ». Parce qu'il faut dire aussi l'une de ses ambitions, c'était aussi de devenir musicien. C'est quelqu'un qui a des dons multiples. Il a à la fois un talent littéraire qui va s'affirmer, mais il a aussi un talent musical. Il a composé quelques œuvres. Bon, il a renoncé à faire une carrière de musicien parce que il était conscient du fait qu'il avait rien pour vraiment percer, quoi. Mais il avait vraiment, oui, une multiplicité de dons. Et donc, cette expérience américaine est très importante, à mon avis, et explique en partie pourquoi, quand il est revenu, au début des années 30, après un passage, alors après ça, en revenant de chez Hearst,
il travaille un petit peu dans un milieu aussi vaguement de gauche, puisqu'il travaille avec Louise Weiss à l'Europe Nouvelle, c'était lié aussi d'une certaine façon. Louise Weiss était proche d'Herriot, du cartel des gauches, c'était une personnalité. Ils sont restés d'ailleurs, elle était d'origine juive, elle appartenait à la grande bourgeoisie juive parisienne. Ils sont restés très, très, très amis d'ailleurs, même après la guerre. Mais cette expérience américaine est très importante parce que c'est ça qui l'amène à avoir le dégoût de l'Amérique. Et quand il revient en France, eh bien, il y a déjà le début de ce qui se passe en Allemagne. Et c'est quelqu'un aussi qui a la phobie du désordre, peut-être parce que ça renvoie à sa vie personnelle, parce qu'il a une vie où tout s'est effondré. On a l'impression que tout ce qui menace l'ordre est ressenti par lui d'une façon, on peut dire, un peu pathologique. Et c'est ce qui fait que, quand il va en Allemagne, il est surtout senti, il l'avoue d'ailleurs, un peu comme Brasillac d'ailleurs, il dit qu'il est sensible à l'esthétique du nazisme, ces grandes manifestations. Et d'ailleurs, il va devenir assez vite l'ami d'Arno Breker, qui est le sculpteur d'Hitler, et puis de Leni Riefenstahl, qui sera mais surtout de Breker, mais il connaît aussi, à l'occasion des Jeux Olympiques de Berlin en 1936, où il connaît Leni Riefenstahl, qui a fait ce film, qui est devenu un film un peu culte, Les Dieux du Stade. Leni Riefenstahl aussi, c'est quelqu'un qui avait incontestablement un talent, mais un talent, on peut dire, dévoyé. Oui, ce que je voulais dire au sujet de Louise Weiss, c'est que je me demande si c'est pas par l'intermédiaire de cette femme que Jean Ferré avait rencontré Jacques-Benoît Méchain. J'ai le souvenir, parce c'est possible, il la connaissait bien, et j'ai le souvenir que vous êtes venu au micro de Radio Courtoisie, au Libre Journal de Jean Ferré, plusieurs fois parler de Jacques-Benoît Méchain, et il me semble que Jean Ferré l'avait connu. C'est possible, j'ai un peu perdu le souvenir de ça, oui, c'est possible. Oui, elle a fini sa vie, Louise Weiss, elle a été la doyenne du Parlement européen. C'est ça. Et elle est restée fidèle à l'idée européenne, telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Et elle a fait le discours d'ouverture, puisqu'elle était la doyenne du Parlement européen, elle tenait beaucoup, elle s'était fait élire sur la liste de Chirac. Et elle a fait le discours d'ouverture du Parlement européen en 79. Oui, c'est ça, oui. Alors, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'aujourd'hui, au Mardi de la Mémoire, j'ai le plaisir de recevoir Éric Roussel, membre de l'Institut, écrivain, biographe, et que nous parlons de sa toute dernière biographie parue chez Perrin, consacrée à Jacques-Benoît Méchain, Jusqu'au bout de la nuit, les vies de Jacques-Benoît Méchain, 1901-1983. Effectivement, c'est un personnage qui n'a pas vécu une seule vie, mais plein de vies, puisque condamné à mort, il est ressuscité et il n'a pas été tué. Et donc, après cette condamnation, il a la chance d'avoir une deuxième vie. Quelle formation avait-il reçu? Donc, une formation scolaire, universitaire? Oui, il avait passé son bac, c'est à peu près tout. Et puis, d'une certaine façon, c'est un autodidacte. C'est quelqu'un qui avait une culture très vaste, mais qui est une culture essentiellement littéraire, historique. Il s'intéressait aussi un peu aux sciences, bien sûr à la musique. Mais alors, il y a quelque chose qui explique évidemment son itinéraire pendant la guerre, c'est l'intérêt, on peut dire l'amour qu'il portait à l'Allemagne. Alors c'était alimenté à la fois par les souvenirs de son arrière-grand-père, qui avait été gouverneur de la Rhénanie, par le service militaire qu'il avait effectué au sortir de la Grande Guerre, dans la Ruhr, où il avait vu ce pays qui était complètement ruiné, où il y avait une inflation, donc ça avait éveillé chez lui beaucoup d'intérêt, et puis une sympathie pour ce peuple qu'il estimait maltraité par le traité de Versailles. Ça, c'est un thème très, très important chez lui. Il pense que le traité de Versailles était très injuste, et ça a alimenté, évidemment, ça a compté pour beaucoup dans son adhésion à sa sympathie pour le nazisme. Et il avait une religion? Non. Alors on voit ça à la fin de sa vie. Non, la religion qu'il avait, c'était le soleil. Oui, mais est-ce qu'il avait été baptisé? Oui, il avait été baptisé. Moi, j'ai assisté à son enterrement. Oui, c'était à l'église. Mais il a écrit un livre que j'ai pu lire, qui est resté inédit,
qui s'appelle Le Soleil de minuit, et dans lequel il avoue, c'est un livre d'ailleurs extrêmement engagé, enfin, je sais pas si on aura le temps d'en parler, qui laisse transparaître une vision du monde quand même très très proche du nazisme, il faut le dire, et c'est une réflexion qu'il avait amorcée avec Alexis Carrel, qui lui aussi avait eu qui était un grand savant, mais enfin qui avait évolué de façon un peu parallèle à la sienne. Et donc, non, en fait, c'était un païen. Il a écrit d'ailleurs un livre, une biographie de l'empereur de Julien Laposta, qui a été comment dire, qui était l'adepte aussi de cette religion. Ah oui, d'accord. Oui. Contre les chrétiens. Non, il y a un côté très anti-chrétien chez Benoît Méchain, qui n'apparaît pas spontanément, mais quand on gratte un peu, on s'aperçoit que c'était ça, en réalité, le fond de sa personnalité. Et c'est ça qui explique, à mon avis, en grande partie, ses errements pendant la guerre. Alors, il écrit rapidement, il devient journaliste, et puis il a beaucoup de contacts en Allemagne, et ça lui donne l'idée, alors que Hitler poursuit son ascension, d'écrire une histoire de l'Allemagne, mais une histoire de l'Allemagne vue sous l'angle de son armée. Et ça va être l'histoire de l'armée allemande, qui est un livre très intéressant parce qu'il a évidemment beaucoup de contacts. Il a d'abord du talent, et puis il a beaucoup de contacts dans les milieux dirigeants autour d'Hitler, donc il a des informations. C'est à la fois un livre extrêmement intéressant, mais un livre extrêmement orienté, puisqu'on voit très nettement qu'il y a une sorte de fascination pour l'entreprise d'Hitler. Et c'est ce qui fait qu'en 1940, après avoir été fait prisonnier, on songe à lui, le gouvernement de Vichy donc se met en place, et puis il n'y a pas tellement de gens finalement qui connaissent aussi bien l'Allemagne que lui. Et c'est comme ça que brusquement, il va devenir, dès 1941, secrétaire. D'abord, il s'occupe des prisonniers de guerre à Berlin, et puis à partir de 1941 jusqu'en 1942, il va être secrétaire d'État chargé des rapports franco-allemands. Et alors c'est là, on ne peut pas entrer dans les détails, mais c'est là qu'il va affirmer une ligne ultra collaborationniste, enfin qu'il assume d'ailleurs, puisqu'il a laissé 2 volumes de mémoire politique qui s'appellent de la défaite au désastre. Le désastre, c'est la défaite de 40, et le désastre, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu d'entente avec l'Allemagne. Voilà, c'est ça. Donc il assumait tout à fait cette ligne, et il n'y a aucun doute qu'il a été l'un des ministres les plus collaborationnistes de Vichy, à telle enseigne qu'il a été chassé du gouvernement par Pierre Laval, qu'il soupçonnait d'informer les Allemands, et puis enfin qu'il trouvait qu'il en faisait vraiment beaucoup. Oui. Il faut le faire. Et puis, il a assumé jusqu'au bout, puisque même en juin 1944, alors qu'il ne faisait plus partie du gouvernement, il signe un manifeste avec d'autres partisans de la collaboration, comme Alphonse de Chateaubriand, ou peut-être Brasillac aussi, je ne sais plus, dans la liste. Il signe un manifeste demandant expressément au gouvernement de Vichy de déclarer la guerre à l'Angleterre. Donc c'est vraiment bon. Alors ça explique évidemment le fait, il est fait prisonnier et capturé à la Libération. Il ne part pas à Sigmaringen, lui. Non, il part pas à Sigmaringen. Oh, ça aurait peut-être pas changé grand-chose à son sort. Simplement, il aurait peut-être écrit comme Céline un livre sur Sigmaringen. Donc il est prisonnier, donc, mais il a la chance de n'être jugé qu'en 1947. Et surtout, il a la chance d'avoir accompli en 1941 un voyage à Berlin avec le futur maréchal Juin, qui n'était pas encore passé dans le camp de la résistance. Et avec Juin, ils avaient été reçus par le maréchal Göring, donc le numéro 2 du Troisième Reich, et devant Göring, Juin avait dit « Je ne verrai pas d'inconvénient à servir sous les ordres du général Rommel, car c'est un grand soldat ». Et il y avait eu un mémorandum qui avait été écrit, je crois qu'il se trouve toujours d'ailleurs dans les archives. Et donc ça a été la chance de Benoît Méchain, parce que quand son procès a eu lieu, Juin, lui, il s'était retourné du bon côté, il était devenu une sorte de héros national, le Garigliano, etc. Et il allait être nommé, ou il venait d'être nommé même résident général au Maroc. Donc c'était une gloire nationale, en attendant d'être promu maréchal. Et donc on a fait comprendre
à Benoît Méchain et à ses avocats que s'il n'évoquait pas cet épisode un peu fâcheux, on se montrerait compréhensif. Et il y a même eu, le biographe de Juin, Jean-Christophe Notin, a même réussi à prouver qu'il y a eu une intervention discrète du général de Gaulle par son gendre Boissieu, qui a fait savoir aux avocats de Benoît Méchain qu'il les priait de ne pas évoquer cet épisode, et de Gaulle s'engageait plus ou moins à faire pression auprès du président de la République, Vincent Auriol, pour que Benoît Méchain soit gracié. Donc il est gracié, il va passer 10 ans en prison, avec Maurras d'ailleurs, au début. Il y a un épisode assez drôle dans cette captivité où il est à la messe avec Maurras. Il est à Clairvaux, lui aussi. Ah oui. Alors ils sont tous les deux incroyants, évidemment, mais ils suivent en tout cas, Benoît Méchain s'aperçoit que Maurras suit la messe sur ce qui ressemble à un missel. Alors il est un peu surpris, il regarde de près, et il s'aperçoit que Maurras, en réalité, lit pendant la messe le De Naturarerum de Lucrèce, qui est le livre le plus matérialiste qu'on puisse imaginer. Voilà. Et puis, alors, cette captivité, c'est assez étonnant. J'ai intitulé le chapitre qui relate cet épisode « La prison heureuse », parce que c'est vrai, ça va lui donner finalement, il va être prisonnier à Clairvaux, tout près de Colombey, d'ailleurs, et il est fini par être incarcéré dans des conditions assez acceptables. Il a même la latitude d'organiser un jardin, un petit jardin dont il s'occupe, puisqu'il adore les jardins. Et puis, ça lui donne la tranquillité pour écrire ses livres. Sa mère, qui joue un grand rôle de sa vie, lui apporte les livres, et c'est comme ça qu'au sortir de prison, en 1954, il a déjà écrit ses 2 livres sur le monde arabe. Oui, parce que tout d'un coup, quand il a appris qu'il était gracié, il a eu une sorte d'illumination, un peu au sens de Rimbaud, et il s'est juré que s'il avait la vie sauve, le monde arabe serait sa. Et c'est quelque chose d'assez étonnant, parce que il ne savait pas un mot d'arabe, et en fait, pays arabe, il n'avait connu qu'un peu Rabat et la Syrie pendant la guerre, et un peu la Turquie aussi, enfin pas un pays arabe, où il avait une mission diplomatique. Mais donc c'est quelque chose d'assez étrange, dont on peut penser aussi que, même si c'était pas exprimé, qu'il y avait il y avait un rapport quand même avec Israël, il était certainement il était bien évidemment très, très antisioniste. Je pense que c'est un ressort aussi c'est jamais apparent, mais ça paraît assez évident. Enfin, en tout cas, en 1954, quand il est libéré, c'est d'ailleurs le gouvernement de Pierre Mendès France qui le libère, qui le dispense parce qu'il est. Eh bien, il a un statut, il retrouve une sorte de statut d'auteur à succès, parce qu'il a ses livres, il a écrit donc en prison Mustapha Kemal, Ibn Saoud, la biographie d'Ibn Saoud, le roi d'Arabie, et puis 60 jours qui ébranlèrent l'Occident, qui est en 3 volumes l'évocation de la défaite de 1940, de la chute de la France en 1940. Plus la fin de l'histoire de l'armée allemande, de sorte que quand il revient à Paris, il est un auteur à succès. Et alors bientôt, c'est ça qui est extraordinaire dans sa vie, c'est qu'à la différence d'autres personnalités qui ont suivi et qui ont eu un itinéraire un peu parallèle au sien. Ils ne sont pas très nombreux quand même. À ce degré, non. Non, ils sont pas. Non, parce que lui était vraiment. Il y a des gens qui ont été ministres de Vichy, mais enfin qui étaient puis souvent qui ont évolué. Je pense par exemple au père d'Emmanuel Leroy-Ladurie, qui était Jacques Leroy-Ladurie, qui a été ministre de l'Agriculture, qui a fini par passer de l'autre côté, et d'ailleurs qui n'a pas eu énormément d'ennuis à la Libération, où il y a eu des itinéraires. Non, Benoît Méchain, il faut le dire les choses, c'était un fanatique. C'était un fanatique d'une sorte de rêve éveillé. Il n'a cessé de penser que sa grande idée, c'était que Hitler devait dominer sa victoire et donner un rôle à la France. Évidemment, Hitler s'en fichait complètement et ça n'avait aucun sens. Mais c'est ça qui le guidait. Enfin, en tout cas, donc quand il est libéré, non seulement il devient un auteur à succès, mais par ce biais, il retrouve une sorte de rôle paradiplomatique, en ce sens que en 1957, il est chargé, ses livres sur Ibn Saoud et Mustapha Kemal l'ont fait remarquer de Jean Prouvost, qui était le grand Manitou de la presse française à l'époque, et Jean Prouvost le charge
de faire un grand reportage au Moyen-Orient. Et c'est comme ça, donc, qu'il va partir avec celui qui deviendra d'ailleurs son fils adoptif, Ifren Hassen, dans tout le Moyen-Orient. Et c'est comme ça, notamment, qu'il va rencontrer Nasser. Mais alors, je me suis toujours demandé comment il avait rencontré Nasser, parce que c'est... Eh bien, on va le raconter juste après une petite interruption, puisque nous allons écouter le Bobino de Radio Courtoisie, si vous le voulez bien, Eric Roussel. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Nous reprenons cette émission, chers auditeurs de Radio Courtoisie. J'ai le plaisir aujourd'hui, au Mardi de la Mémoire, de recevoir Eric Roussel, membre de l'Institut, écrivain, biographe, et aujourd'hui biographe de Jacques-Benoît Méchain, puisque vous publiez aux éditions Perrin, Jusqu'au bout de la nuit, les vies de Jacques-Benoît Méchain, 1901-1983. Avant que nous nous interrogions sur sa rencontre avec Nasser et sur cette résurrection de ce personnage, de Jacques-Benoît Méchain, je voudrais juste rappeler brièvement aux auditeurs, pour leur donner quand même quelques dates, que cet homme est donc quand même arrêté en septembre 1944. Il est emprisonné à Fresnes. Son procès, vous l'avez dit, a lieu en 1947. Il passe devant la Haute Cour de justice. L'accusation qui est portée contre lui, c'est collaboration tactique et stratégique avec l'ennemi, mais pas de rôle dans la déportation, pas de rôle avéré en tout cas, même si, comme vous nous l'avez montré, il y a un antisionisme, il y a une forme d'antisémitisme, et en tout cas de collaboration intellectuelle avec le projet d'extermination des Juifs, mais pas de rôle effectif dans la déportation. Il est condamné à mort et condamné à la dégradation nationale à vie le 6 juin 1947. Et puis, en juillet, il est gracié par Vincent Auriol. Le 6 août, sa peine est commuée en des travaux forcés à perpétuité, puis ensuite à des travaux forcés à 20 ans seulement, ce qui est quand même assez incroyable, mais vous nous avez expliqué... Il faut dire qu'à l'époque aussi, il y avait eu, ça participait, si vous voulez, d'un mouvement général, quoi. On voulait un peu effacer tout ce qui pensait à autre chose, tourner la page. Et c'est l'époque, même Céline, Céline, il revient en France à la suite d'une astuce de son avocat, qui était Texier Villancourt, qui a demandé simple que dit à la chancellerie, j'ai un client là qui s'appelle le docteur Détouche, il n'a pas fait grand-chose, on pourrait peut-être le gracier. Alors on a gracié Céline sous le nom de Détouche, qui ne disait rien à personne. Oui. Mais enfin, c'était une époque où on tournait la page, et même le général de Gaulle, quand il a lancé le RPF, le Rassemblement du peuple français en 1947, a accueilli des gens qui étaient... et même en 1958, quand il est revenu au pouvoir, on sait qu'il a demandé à celui qui avait, je ne trouve plus son nom, François Lehideux, qui était le ministre de l'Industrie, du maréchal Pétain, qui était le neveu de Louis Renault et qui avait eu des responsabilités ministérielles importantes à Vichy. Il a demandé à Lehideux de reprendre ses mêmes fonctions, finalement, auprès de lui en 1958. Ça veut dire que aujourd'hui, ça paraît incompréhensible, tout ça, mais il faut bien comprendre qu'à cette époque-là, il y avait la volonté de tourner la page. J'évoque aussi une scène absolument incroyable. Mendès France contribue d'une certaine façon à le libérer. C'est lui qui lève. Benoît Méchain était encore astreint pendant un certain temps à une interdiction de séjour à Paris qui le gênait pour travailler. Et il avait trouvé asile chez des amis qui avaient un château près de Louviers. Donc il a travaillé là pendant quelques mois, mais ça le gênait malgré tout. Il était tributaire d'un tas de gens pour sa documentation. Et les amis chez qui il était, Louviers, c'était la circonscription de Perrin-Mendès France, et ses amis ont intercédé auprès de Mendès France qu'ils connaissaient en lui demandant et ça a été fait. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les deux hommes se sont rencontrés. Je raconte même une scène absolument qui m'a été rapportée par un ami de Benoît Méchain, qui en a été le témoin. Ils se rencontrent chez le préfet de police de l'époque, qui s'appelle André-Louis Dubois. Et l'épouse d'André-Louis Dubois à l'époque était assez connue, elle s'appelait Carmen Tessier, elle tenait à une rubrique qui s'appelait Les Potins de la Commère dans France Soir. Et Mendès France et Benoît Méchain sont en conversation, et elle vient leur proposer des rafraîchissements.
Et Benoît Méchain, assez flagorneur, dit non, nous buvons déjà les paroles du président. C'est quand même un mot. Bien sûr. Aujourd'hui, ça paraît incompréhensible, mais ça permet de comprendre cette époque. Et puis, il y avait encore beaucoup de choses qu'on ne savait pas aussi. L'itinéraire réel de Benoît Méchain, en réalité, on l'a appris après sa mort, quand ses mémoires politiques ont été publiées, et puis que toutes les archives sont devenues. Et là, c'est devenu évident qu'il a été le plus collaborationniste de tous les collaborateurs, ça c'est sûr. Alors pour terminer, donc en septembre 1953, il a une remise de peine et en décembre 1953, une libération conditionnelle. Et donc c'est là où nous le retrouvons, comme vous le dites, avec une nouvelle carrière d'écrivain, de spécialiste du monde arabe et comme vous l'avez dit, de paradiplomate, puisque en fait... C'est-à-dire que ça, si vous voulez, en 57, par exemple, quand il va en Égypte, il faut bien voir qu'à la suite de la crise de Suez, il n'y avait plus de relations diplomatiques entre la France et l'Égypte. Donc Benoît Méchain réussit à rencontrer Nasser. Dans la foulée, il rencontre tous les dirigeants du monde arabe, en Irak, un peu partout. Et surtout, alors là, il a une relation longue et significative avec Hassan II. Mais en tout cas, pour l'Égypte, donc il n'y a pas de relation diplomatique. Et c'est là qu'il va jouer un rôle assez vite, un rôle paradiplomatique, en ce sens que le général de Gaulle revient en 1958, et à ce moment-là, par les liens qu'il a conservés en Égypte, puisqu'il a vu Nasser un an auparavant, on lui fait savoir que Nasser voudrait faire parvenir au général de Gaulle un message l'encourageant, en quelque sorte, à mettre fin à la guerre d'Algérie, et en lui donnant des idées très précises sur la façon dont il pourrait s'amorcer des négociations avec le FLN. Et c'est Benoît Méchain qui va acheminer ce message, et ce qui est extraordinaire, c'est que évidemment, il est embarrassé, il se doute bien que le général de Gaulle ne va pas le recevoir, même si on sait que de Gaulle avait apprécié l'histoire de l'armée allemande, enfin, compte tenu de son passé, évidemment, ça paraissait un peu improbable. Et donc, sur le conseil d'un ami, qui était un autre homme de l'ombre, qui avait eu un parcours un peu similaire, Georges Albertini lui conseille de voir Maurice Schumann, qui est le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, mais qui est l'ancien porte-parole de la France libre, enfin, qui était un homme très engagé, juif aussi, d'ailleurs. Et donc, ils vont tous les deux voir Maurice Schumann, ils transmettent le message, qui va être transmis au général de Gaulle. Ça n'a pas eu un effet direct. Benoît Méchain était persuadé que le discours de Gaulle sur ce qu'on appelait la paix des braves, c'est-à-dire l'amorce d'une négociation avec le FLN, était dû, qu'il y avait un rapport direct avec ça. Il n'y a pas de preuve absolue, mais ça a peut-être compté. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir de ce moment-là, il est devenu vraiment persona grata parmi le personnel dirigeant de la Ve République. On voit, j'ai vu sa correspondance, qui est ces archives qui sont à Stanford, à la Fondation Hoover, et j'ai été frappé par le nombre de lettres avec Pompidou, avec Alain Peyrefitte même qui est ministre de l'Information, intervient en 64 pour qu'un différend qui l'a opposé à un auteur ne soit pas évoqué à la radio. Enfin, on sent qu'il est protégé en quelque sorte, parce que l'intérêt qu'il a pour les pays arabes, et puis c'est plus qu'un intérêt, c'est l'idée aussi que la France a tout à gagner finalement à se rapprocher des pays arabes. Et d'une certaine façon, ça va être aussi l'idée de Gaulle, qui va s'affirmer progressivement, avec d'abord une prise de distance à l'égard d'Israël. Israël, c'était vraiment la Quatrième République qui avait, au fil de la présidence du général de Gaulle, le soutien à Israël s'est amoindri jusqu'en 1967, quand le général a dénoncé la guerre. Voilà. Et donc, si vous voulez, à partir de là, évidemment, Benoît Méchain est devenu, un peu en douce, un personnage qui comptait et dont on sollicitait la vie. Il y a même des choses vraiment assez étonnantes. Un petit peu plus tard, j'ai retrouvé dans ses archives une lettre de Jean-Jacques Servan-Schreiber. Jean-Jacques Servan-Schreiber
lui demande un rendez-vous en lui disant toute son admiration. Il dit, vous connaissez toute mon admiration pour vos livres sur le monde arabe, et je voudrais vous voir. Je ne sais plus, c'est un projet, il a fait un grand voyage dans le monde, enfin, il veut lui demander des renseignements, et il l'assure de ses sentiments déférents. Ce qui est quand même... ça montre bien, si vous voulez, qu'il n'est il n'avait rien du pétiniste. Enfin, il y a des gens qui se sont ancrés dans le pétinisme, enfin, qui n'en sont jamais sortis, qui considéraient De Gaulle comme l'antéchrist, etc. Benoît Méchain, pas du tout. Je me souviens, une fois, il m'avait dit le regret de ma vie, c'est de ne pas avoir lancé l'appel du 18 juin, mais il ajoutait, parce que c'est l'acte le plus antidémocratique de l'histoire. Et alors là, ça renvoie à sa personnalité. C'est-à-dire, et c'est ça qui plusieurs fois malheureusement l'a fait dérailler, c'est-à-dire cette espèce de goût de la force, de l'homme fort, qui l'a rendu aveugle aux entreprises d'Hitler, et qui a fait aussi que parmi les dirigeants du monde arabe, il a privilégié plutôt des gens comme Nasser, qui étaient des hommes forts. Moi, j'ai le souvenir, je suis allé le voir au moment de l'assassinat d'Anwar el-Sadat, et qui connaissait. Et il m'avait dit nettement qu'à ses yeux, il n'y a aucune commune mesure entre Nasser et Sadat, et que de toute façon Sadat l'avait en quelque sorte bien cherché, en se rapprochant d'Israël, qu'il avait signé son arrêt de mort, quoi. Et puis alors ensuite, on voit il tombe en pamoison devant Kadhafi. C'est ça qui est extraordinaire. Jusqu'à ce que le Kadhafi finalement lui demande d'écrire un livre pratiquement à sa gloire, quoi. Enfin, alors il s'aperçoit quand même qu'il va être roulé. Et alors il m'avait dit, oui, je lui avais dit, comment est-ce que vous avez pu vous laisser avoir, parce qu'il n'y avait pas d'autre mot par Kadhafi. Il a vu ce mot, il dit, vous n'imaginez pas combien il était beau. Oui, ça comptait. Bon, il était pas tourné vers les femmes, et c'est certainement quelque chose qui a compté aussi dans sa vie. Et puis aussi le fait que dans sa vie privée, il était astreint en raison du climat de l'époque, parce que l'homosexualité n'était pas admise comme aujourd'hui. Il était astreint à une vie secrète, sans doute, dont on ne connaît pas grand-chose d'ailleurs. Et je pense que ça a joué aussi dans sa vie. C'était, au fond, cet homme qui se présentait comme un personnage un peu officiel, il avait un côté marginal, si vous voulez. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Oui, peut-être une certaine fragilité. Oui, une fragilité liée à sa vie, oui. Ouais, c'est ça, oui. Mais d'ailleurs, donc il a ce fils adoptif qui est un interprète. Hein, oui, c'est-à-dire que quand il est parti... Il l'a rencontré tardivement. Oui, il l'a rencontré en 1957, quand Jean Prouvost lui a demandé de faire ce voyage au Moyen-Orient. Comme Benoît Méchain ne parlait pas un mot d'arabe, il s'est enquis, et puis il parlait très bien anglais et allemand, mais enfin, ces langues n'étaient pas partout pratiquées dans ces pays-là. Donc, puis il ne voulait pas partir seul, en plus. Donc, ils sont partis à 3, d'ailleurs, il y avait un photographe de Paris Match, et puis, ils ont trouvé je ne sais pas par quel canal, c'était un Kabyle, qui était plus ou moins, je crois, je ne sais pas, on a dit qu'il était un porteur de valise du FLN, enfin, qui s'appelait Ifren Hassen, qui était berbère, je crois, ou Kabyle, je ne sais plus. Un jeune Algérien qui est devenu son fils adoptif. Mais il avait pourtant, vous avez découvert qu'il avait eu un enfant, Jacques Benoît Méchain. Oui, alors ce qui est extraordinaire, c'est que donc, sans doute, son homosexualité sans doute déjà latente. Il a une amitié qui devient une amitié amoureuse avec une figure assez connue de la vie littéraire, qui est Adrienne Monnier, qui avait une librairie fameuse rue de l'Odéon, mais qui était elle-même lesbienne, qui vivait avec une américaine qui s'appelait Sylvia Beach, que Benoît Méchain d'ailleurs a contribué à sauver pendant la guerre, enfin à tirer de prison en tout cas. Et cette passion entre lui qui était tourné vers les garçons et elle vers les femmes, bizarrement, est devenue vraiment une liaison amoureuse, et ça aboutit à elle est tombée enceinte, et elle a avorté clandestinement. Oui, j'étais stupéfié de découvrir ça dans les archives il y a toute la correspondance dans les archives de Benoît Méchain à Stanford, la correspondance avec Adrienne Monnier. Et pourquoi est-ce qu'elle est là-bas La correspondance est là-bas parce que malheureusement, ce serait trop long à expliquer, les archives de Benoît Méchain ont été dispersées,
Et la fondation Hoover de Stanford, qui est une fondation très puissante, qui avait des moyens considérables, a eu la bonne idée de racheter au moins la partie, tout ce qui concerne la politique. Mais malheureusement, ils n'ont pas tout racheté. Il y avait tout un volet proprement littéraire qui a été dispersé. Par exemple, il était extrêmement lié à Paul Claudel. Il y a une correspondance, il y avait 80 lettres importantes avec Paul Claudel, je ne sais pas où elles se trouvent, mais elles ne sont pas les seules. Il y a beaucoup de... Tout le côté littéraire, enfin une partie du côté littéraire a été dispersée. Oui, c'est dommage. Enfin, d'un autre côté, c'est bien conservé à Stanford. Simplement, il faut aller là-bas pour voir ces archives. Eh bien, merci beaucoup Éric Roussel de nous avoir fait apercevoir le temps de cette heure d'entretien la riche vie de Jacques-Benoît Méchain. Les auditeurs qui voudront en savoir davantage se plongeront dans votre biographie que vous publiez chez Perrin. Éric Roussel de l'Institut Jusqu'au bout de la nuit, les vies de Jacques-Benoît Méchain, 1901-1983. C'était passionnant et merci beaucoup. Merci beaucoup. Éric Roussel, chers auditeurs de Radio Courtoisie, à mardi prochain. Au revoir.